Chers amis de la belle langue provençale, ben le bonjour en tutti. Nous allons entamer une série de cours sur les sciences cognitives. Le but de ces cours est de montrer que les sciences de l'enseignement et les outils d'apprentissage sont aujourd'hui adaptés au mieux à la façon dont fonctionne notre cerveau, ce qui n'a pas toujours été le cas. Nous ne vous en disons pas plus pour l'instant, contentons-nous de lancer le diaporama. Les neurosciences ont pour but l'étude scientifique du système nerveux, tant du point de vue de sa structure que de son fonctionnement. Elles ont connu un développement fulgurant au cours des dernières années. Cependant, si ces recherches permettent de mieux comprendre comment fonctionne le cerveau, leurs propos peuvent être et ont été détournés ou déformés. Regardons un petit peu le plan de la séance de travail d'aujourd'hui. Nous allons commencer par quelques définitions. Et puis nous verrons les neuromythes, une grande histoire, un chapitre très important et non moins important. Nous verrons en fin de séance le processus, son principe et quelques exemples. Mais tout de suite, les définitions. La série de cours que nous vous proposons sur les sciences cognitives a été inspirée et bâtie sur les bases d'une formation reçue au Centre des écoles doctorales Saint-Charles de Montpellier. Cette formation est assurée par le professeur Madame Valérie Ferrandez, à qui nous adressons nos sincères et chaleureux remerciements, car sans le partage de son savoir, nous n'aurions pas été en mesure de concevoir ce programme. Les sciences cognitives constituent une discipline scientifique ayant pour objet la description et l'explication de la pensée humaine et plus généralement de tous les systèmes complexes de traitement de l'information capables d'apprendre et de se souvenir, parmi lesquels le cerveau. L'adjectif cognitif, qui est capable de connaissance, on parle d'un être cognitif. La cognition, c'est l'ensemble des processus mentaux qui se rapportent à la fonction de connaissance. Sont mis en jeu la mémoire, le langage, le raisonnement, l'apprentissage, l'intelligence, la résolution de problèmes, la prise de décision, la perception ou l'attention. Nous avons donc d'un côté les sciences cognitives qui viennent à la rencontre des sciences de l'enseignement. Tout ça, c'est du pur bonheur, parce que ça va permettre, en comprenant comment fonctionne le cerveau, de faire le choix de méthodes d'enseignement adaptées et de faciliter l'apprentissage pour les étudiants. Alors tout cela, dans quel but ? Eh bien, tout simplement de proposer des méthodes d'enseignement en relation directe avec le mode de fonctionnement de notre cerveau. Alors c'est important parce que ce que nous venons de vous dire va être le leitmotiv de tous les cours suivants. Alors vous allez me dire, comment ? Ce n'était pas le cas avant ? Bien, ça l'était, mais c'était surtout intuitif et ça s'est avéré souvent très faux. Mais cette situation, qui a ignoré des sciences cognitives qui n'existaient pas, a contribué à donner naissance à une foule de fausses connaissances liées au fonctionnement de notre cerveau qu'on appelle les neuromythes. D'abord, présentons les systèmes nerveux, parce que nous n'avons pas un système nerveux, nous avons deux systèmes nerveux. Premièrement, le système nerveux central. Il comprend l'encéphale, elle-même composée du bulbe rachidien, du cervelet, du cerveau et aussi de la moelle épinière. Le système nerveux périphérique, composé essentiellement de nerfs et de ganglions, sont répartis dans tout le corps. Certains sont chargés de recueillir des informations, d'autres donnent des ordres. Voyons les neuromythes. Avant de commencer une formation sur les sciences cognitives, nous pensons qu'il est nécessaire d'éclaircir quelques notions, de présenter des généralités qui seront utilisées dans les cours suivants de cette formation. Nous présentons donc le processus et son principe à la fin de cette séance de travail, mais nous allons nous intéresser d'abord aux neuromythes. Ainsi, il s'agit de connaître les neuromythes pour mieux enseigner, pour mieux apprendre. L'arrivée des sciences cognitives dans le monde de l'enseignement est jeune et il s'accompagne d'une posture à laquelle nous n'étions pas habitués jusqu'à ces dernières années. C'est le comportement que doit observer tout acteur de l'éducation vis-à-vis des idées reçues, des idéologies, des représentations, comme on les appelle, des neuromythes, concernant le fonctionnement d'un cerveau en apprentissage, c'est-à-dire du cerveau qui apprend. On entend par neuromythe une fausse croyance, c'est-à-dire une croyance profondément ancrée en nous, mais qui n'a pas été confirmée, qui n'a jamais été confirmée par la communauté scientifique. Il existe des dizaines de neuromythes qui ne seraient pas gênants s'ils ne constituaient pas autant d'obstacles pour la remise en question
des pratiques pédagogiques. Certains sont simples à déceler, d'autres plus difficiles à débusquer, d'autres enfin ont la peau dure et résistent. En effet, depuis des décennies, que n'avons-nous pas entendu dire sur le cerveau? Je ne me rappelle de rien. En vieillissant, on a moins de mémoire. Les femmes sont multitâches, les hommes non. On n'utilise que 10% de notre cerveau. Tout se joue avant 6 ans ou 3 ans. Le meilleur moyen pour apprendre, c'est d'écouter, d'écrire. Je me souviens parfaitement de mon enfance, etc. Il est donc temps d'agir. Alors nous allons passer par une suite d'affirmations et nous allons voir si elles sont vraies ou fausses. Nous n'utilisons qu'un faible pourcentage de notre cerveau. Est-ce vrai? Est-ce faux? En fait, c'est faux. Tout simplement parce que même si certaines zones du cerveau s'activent plus que d'autres lors de la réalisation de tâches, c'est bien 100% du cerveau qui est en action quand on le sollicite. Aucune imagerie n'a en effet jamais permis de voir que seule une partie du cerveau fonctionnait. Une petite partie, disons 10%, correspondrait carrément à un état végétatif. Au contraire, l'imagerie cérébrale et la neurochirurgie ont montré que le cerveau est bien actif à 100% quand il est sollicité. Affirmation 2, tout se joue avant 6 ans, d'autres disent 3 ans. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Eh bien, c'est toujours faux. Même s'il y a des périodes dites critiques pour certains apprentissages, le cerveau reste plastique jusqu'à la mort cérébrale, c'est-à-dire qu'il est capable de connaissance. Affirmation 3. Avez-vous une bonne mémoire? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que ça a du sens? Eh bien, ça n'a pas de sens et c'est faux parce que la question est mal posée en fait. Parce que nous avons plusieurs systèmes pour la mémoire, c'est ce que nous allons voir dans les cours suivants. Affirmation 4. Quand on apprend une fois, on retient. Vrai ou faux? Eh bien, encore une fois, c'est faux. Le premier apprentissage n'est qu'une trace qu'il faut consolider. C'est juste après avoir appris que l'on oublie le plus. Il faudra effectuer des séances de réactivation après l'apprentissage. Affirmation numéro 5. Les femmes sont multitâches, les hommes non. Est-ce que c'est vrai ou faux? Eh bien, désolé, mesdames, mais c'est faux. Il n'y a pas, et ce malgré des idées déterministes fortement ancrées, de différence entre les cerveaux masculins et féminins en termes de capacité ou de comportement intellectuel. En revanche, on sait aujourd'hui que la sexualisation du cerveau s'effectue au stade embryonnaire, mais uniquement de façon physiologique pour les fonctions de reproduction, comme le déclenchement de l'ovulation par exemple, mais pas de façon liée à la connaissance, pas de façon cognitive. En fait, il se trouve qu'on est même incapable de faire deux choses en même temps. Affirmation numéro 6. Il existe un cerveau gauche et un cerveau droit, tous les deux dédiés à des tâches différentes. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est encore faux. Notons qu'il peut exister des asymétries fonctionnelles, mais qui ne remettent pas en question du tout la réponse donnée par les scientifiques. Les deux hémisphères travaillent donc bien ensemble. Affirmation numéro 7. On ne peut plus apprendre certaines choses passé un certain âge. Ça fait beaucoup de certains et beaucoup d'incertitudes. Est-ce que c'est vrai ou faux? Eh bien, c'est faux. De récentes études ont montré que le cerveau reste plastique toute la vie. On est donc capable d'apprendre tout au long de sa vie. La plasticité du cerveau se maintient toute la vie grâce à la synaptogénèse qui permet le développement et la modification des connexions et grâce aussi à la neurogénèse qui crée des neurones. Affirmation numéro 8. Il existe des élèves ayant des profils d'apprentissage auditif, visuel ou kinesthésique. Alors, auditif, visuel, ce sont des gens qui apprennent plus, qui apprennent mieux en regardant ou en écoutant. Les kinesthésiques sont des gens où tout va passer par les ondes à travers le corps, par le toucher, par d'autres sens que l'ouïe et la vue. Donc, est-ce que c'est vrai ou faux qu'on peut classer les élèves dans ces trois classes-là? Eh bien, encore une fois, c'est faux. La recherche en neurosciences n'a pas réussi à démontrer qu'on peut catégoriser les élèves en auditif, en visuel ou en kinesthésique. Le traitement des informations s'effectue de façon globale et en complémentarité par de nombreuses aires cérébrales. Il faut se rendre à l'évidence, nous sommes très mauvais en matière de connaissance de soi.
Ce que nous pensons nous-mêmes ne traduit pas une réalité objective. Donc nous pouvons croire que nous sommes plutôt visuels ou plutôt auditifs ou plutôt kinesthésiques. Eh bien, il n'en est rien et ce n'est pas forcément tel ou tel canal qui est le meilleur pour nous. Il a été, d'autre part, prouvé que s'il fallait privilégier un canal, eh bien, c'était le visuel qui l'emporterait à tous les coups, quoi que l'on en pense. Alors, quels sont les risques d'entretenir de telles croyances? Eh bien, d'abord, on peut prendre de mauvaises décisions, ce qui peut donner des conséquences graves. On peut coincer les individus dans des cases, ce qui est encore plus grave. On peut aussi faire les mauvais choix quant aux méthodes d'enseignement. On peut aussi mettre des difficultés là où il n'y en a pas. Et puis, on peut donc proposer un enseignement totalement inadapté et mettre donc des étudiants en difficulté. La science évolue sans cesse. Évoluons avec elle. Nous allons donc maintenant voir comment fonctionne le processus. Le processus, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est simple. Nous avons un effet désiré. Alors, ça peut être apprendre une leçon, conduire une voiture, se rappeler de souvenirs, n'importe, ou des processus que l'on ne maîtrise pas, comme le corps commande physiologiquement parlant. Alors, nous avons un effet désiré. Eh bien, cet effet désiré, nous allons l'envoyer à l'entrée d'un émetteur d'action. Donc, nous allons, nous-mêmes, ou de façon implicite, émettre une action. Cette action va nous permettre d'obtenir un effet. Il est évident que l'effet obtenu ne correspondra pas à l'effet désiré dès le départ. Eh bien, dans ce cas-là, si l'effet obtenu est différent de l'effet désiré, nous allons rentrer dans un feedback, dans une contre-réaction, dans une boucle de contre-réaction. Comment ça fonctionne? Eh bien, tout simplement, nous bouclons dans ce feedback et nous contre-réagissons à l'entrée de l'émetteur d'action pour faire en sorte que, tôt ou tard, eh bien, nous finissons par obtenir l'effet désiré, donc quand la différence entre effet désiré et effet obtenu est nulle. Voilà le fonctionnement d'un processus. Ce qu'il faut retenir, c'est que le plus important, c'est cette boucle de retour qui permet la correction, qui permet la contre-réaction. Sans cette boucle de retour, on dit que le système est fou. Et nous allons nous en rendre compte dans les exemples qui suivent. Voilà un processus dans toute sa splendeur. Et nous sommes sur une route et nous arrivons en bout de ligne droite et on se rend compte qu'il y a un virage à négocier. Donc la voiture, en bas à gauche de l'écran, est en position 1. L'œil, qui est un capteur, va dire au système nerveux central, que nous avons vu tout à l'heure, donc à notre cerveau, attention, il y a un virage qui arrive. Le cerveau mouline, bon, il va plus vite que pour le faire que je ne le dis, enfin il faut souhaiter, le cerveau mouline et il s'adresse, dans ce système nerveux central, au système nerveux périphérique. Il va lui dire « Coco, tourne le volant ». Et nous allons donc obtenir un effet. Et l'œil va pouvoir faire la mesure de cet effet, de l'effet que nous obtenons. Entre-temps, la voiture sera passée de la position 1 à la position 2. Donc, on se rend bien compte que l'effet obtenu ne correspond pas à l'effet désiré. Il va falloir donc enrichir cette action que nous avons effectuée dans un premier temps, il va falloir l'enrichir d'une action complémentaire. Eh bien, c'est ce qui se passe. Le système nerveux central va dire au système nerveux périphérique, il faut encore tourner le volant. Et nous allons rester dans cette boucle autant qu'il le faut. Donc, ça veut dire de la position 2 de la voiture jusqu'à ce que la voiture atteigne la position 3, pratiquement à la sortie du virage. Nous allons rester dans cette boucle et nous allons finir par observer que l'effet obtenu correspond à l'effet désiré, donc nous prenons bien le virage. Quel bonheur! Donc, vous voyez que cet effet de contre-réaction est primordial dans l'asservissement, dans tout système asservi, c'est la marque d'un système asservi. De la même façon, nous pourrions prendre en compte que nous avons effectivement, comme on vient de le voir, une trajectoire idéale à assurer avec le véhicule, mais aussi une vitesse idéale. Nous ne pouvons pas nous permettre de prendre un virage un peu serré à n'importe quelle vitesse. Alors on peut penser qu'on a un effet désiré, c'est le même dans les deux cas, qu'on soit asservi en trajectoire ou en vitesse, l'effet désiré le même, c'est de bien négocier le virage. Nous avons donc un effet désiré qui est commun à deux processus que nous allons traiter en même temps. C'est-à-dire tantôt, nous allons nous occuper de trajectoire et de vitesse en même temps et obtenir la trajectoire idéale et dans la vitesse idéale en même temps.
Eh bien, ça, c'est une pensée qu'il faut oublier, on vient de le dire, on ne peut pas faire deux choses en même temps. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a bien un effet désiré et deux processus, mais qui vont fonctionner indépendamment l'un de l'autre, et je dirais même qu'ils vont fonctionner l'un à la suite de l'autre. Ce sera ou le processus trajectoire qui va fonctionner, ou le processus vitesse, et pas les deux. La preuve, quand on attaque un virage à trop grande vitesse, on néglige souvent la trajectoire. Et ça se finit dans le caniveau. Parlons maintenant d'homéostasie ou d'homéostase. C'est une notion sur laquelle on reviendra dans le cours suivant. Rapidement dit, on peut dire que c'est la capacité d'un organisme vivant à maintenir à un niveau constant, ou en tout cas entre des tolérances qui ne remettent pas en jeu l'intégrité physique de cet organisme, certaines caractéristiques internes du corps. Alors ça peut être la température du corps, la concentration des substances, le degré d'acidité, la pression sanguine, ou, on va le voir, une autre donnée, la vitesse d'écoulement ou le débit du sang dans les vaisseaux sanguins. Effectivement, si je prends d'un point de vue physique la relation qui relie la vitesse d'écoulement d'un fluide dans un tube avec un certain débit, nous voyons que nous avons qu'il est lié une relation proportionnelle entre la vitesse d'écoulement et le débit, inversement proportionnelle par contre, cette vitesse d'écoulement au carré du diamètre du tuyau. Donc, si on parle d'écoulement du sang dans un vaisseau sanguin, effectivement, on a un processus de nouveau. Alors là, je n'ai pas dessiné la boucle de retour. On veut un débit constant pour le sang ou une vitesse d'écoulement constante. De toute façon, si l'un est bon, l'autre aussi, puisqu'elles évoluent dans les mêmes proportions. Si nous voulons une vitesse d'écoulement constante, eh bien, c'est la majorité du temps, c'est ce qui se passe. Indépendamment de notre pensée, cette vitesse d'écoulement est régulière, sinon ce serait le malaise. Ça veut dire que le corps, eh bien, lui, il effectue certaines corrections à l'intérieur de tolérances acceptables. Imaginons une pathologie, la vitesse d'écoulement, donc le débit augmente d'un coup, en dehors des tolérances capables d'être gérées par l'organisme. Eh bien, là oui, c'est grave, là on a besoin de la boucle de retour pour pallier à ce problème. Que se passe-t-il? Si la vitesse d'écoulement augmente, on vient de le voir, le débit augmente. Et à partir de là, eh bien, l'effet désiré n'est plus obtenu puisque cette vitesse d'écoulement ou ce débit, quel que soit le paramètre que l'on veut gérer, eh bien, n'est pas bon. Donc, si on veut avoir une vitesse d'écoulement constante, alors que le débit augmente, que faut-il faire? Eh bien, il faut tout simplement dilater le vaisseau sanguin, augmenter sa section. Et c'est ce que fait notre système physiologique. Quand on a une poussée de débit sanguin, eh bien, les vaisseaux se dilatent pour avoir tendance à rabaisser, à réguler ce débit ou cette vitesse d'écoulement. Voilà donc ce qu'est le processus. Et nous allons donc pour ça rester dans ce feedback, dans cette boucle de contre-réaction, tant qu'il le faudra pour ramener la vitesse d'écoulement, le débit du sang, à des valeurs correctes. Si on fait le résumé du cours d'aujourd'hui, nous avons mis fin à quelques neuromythes et nous avons vu le principe de fonctionnement d'un processus en se rappelant bien, puisque nous allons en avoir besoin dans les cours suivants, que ce qui est important dans un processus, c'est la boucle de retour, car sans elle, on dit qu'on a affaire à un système fou. Et le système fou, c'est pas très bon. Imaginez en voiture le système fou, si on n'a pas l'œil qui regarde où en est la voiture dans le virage, on va tourner le volant, mais jusqu'à quand et jusqu'où? On ne va pas aller loin comme ça. Voilà. Donc, je vous précise que le prochain cours, ce sera le premier cours officiel sur les sciences cognitives. Nous avons vu aujourd'hui des généralités. Si vous avez besoin d'une ressource pédagogique ou d'un renseignement complémentaire, pas d'élague, envoyez-moi un message à l'adresse indiquée en rouge en bas de l'écran, je vous répondrai avec plaisir. Je vous dis à l'heure de ces réveils per un nouveau rendez-vous. D'ici à qui tenez-vous fiers et gaillards et avanças d'un paleri. Brave monde, adesias.